Enzara mosara mbitongananye yashise kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashise kutungangu nalegeti gingo anyama yashise kutungangu nalegeti batango asusu yashise kutungangu yashise kutungangu kutungangu kutungangu. Chers téléspectateurs, soyez la bienvenue dans l'émission Chambre d'Agriculture Magazine. Chambre d'Agriculture Magazine, comme vous le savez, c'est une émission de la Chambre d'Agriculture, d'élevage, des eaux, forêts, chasse, pêche et du tourisme. Aujourd'hui, l'émission Chambre d'Agriculture Magazine vous amène sur la route de Mbaïki, précisément dans le village de Sabongo. Donc, nous allons retrouver un entrepreneur qui va nous parler de ce qu'il est en train de faire dans son exploitation. Mais déjà, je vous dis que c'est un entrepreneur qui est en train de faire un peu d'élevage, de l'agriculture, polyculture. Sans plus tarder, nous allons revenir tout à l'heure sur le plateau pour continuer notre émission. Enzara mosara mbitongananye yashise kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashise kutungangu nalegeti gingo anyama yashise kutungangu nalegeti batango asusu yashise kutungangu yashise kutungangu kutungangu C'est quoi l'entreprise DEACA? Alors, l'entreprise DEACA, c'est une entreprise agricole, c'est-à-dire que nous faisons de l'agriculture, d'accord? L'agriculture au sens très large du terme, c'est-à-dire ça englobe aussi l'élevage. L'entreprise DEACA a vu le jour quand? DEACA a vu le jour en 2016. Au départ, il s'agissait d'une activité, on va dire, individuelle, et progressivement, on est arrivé à un stade d'entreprise au sens propre du terme, c'est-à-dire avec une structure et les productions. L'agriculture, pour moi, je l'ai commencé en 96. C'est mon père qui m'y a donné goût. J'ai commencé par travailler dans les plantations de café et ensuite des productions céréalières. Et depuis 2006, j'ai pris la décision d'acquérir mes propres terres et de me lancer aussi dans la production agricole. C'est réellement en 2016 que sur ce site sur lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons lancé toutes ces productions. Nous faisons donc de la production maraîchère, c'est-à-dire par exemple de l'oignon, des concombres, des tomates, de la production vivrière, c'est-à-dire des céréales, du maïs, des arachides, et nous lançons aussi l'élevage. Nous ne sommes pas encore très avancés là-dessus, mais nous lançons cela. Et à côté de ça, nous avons des productions pérennes telles que les ananas et à venir les régimes de palmiers. Le pourquoi, c'était tout à fait par hasard, on va dire le hasard combiné à l'opportunité. J'avais commencé à faire de la production de tomates au niveau de Zila, sur des terres que je louais, et il m'a paru important d'acquérir des terres propres. Et donc j'ai eu l'opportunité d'avoir une proposition ici au niveau de Sabongo 2, village à Dekaf. Et donc j'ai acheté ici et puis progressivement je me suis agrandi et installé là. Aujourd'hui, l'entreprise DEACA a combien d'hectares et quelles sont les cultures que vous faites réellement sur cette parcelle? DEACA, ça couvre environ 25 hectares sur 2 sites. Le site sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est environ 20 hectares. Les productions aujourd'hui où je vous parle, nous avons donc les plantations d'ananas, nous avons des arachides, nous avons du maïs et des reliquats de cultures maraîchères que sont les aubergines.
Il y a beaucoup de cultures. Pourquoi vous avez choisi rien que les cultures que vous venez de citer? Est-ce que c'est par rapport à leur valeur? C'est par rapport à la durée de la production, ou quelles sont les raisons qui vous a poussé à choisir les cultures que vous venez de citer? Les choix sont faits en fonction d'un certain nombre de paramètres, d'accord? Par exemple, je vous parlais de l'arachide. L'arachide aujourd'hui, on le fait parce que c'est une culture traditionnelle, hein, pour lesquelles les employés maîtrisent les itinéraires techniques, mais c'est aussi en prélude à la culture d'oignon que nous allons mettre prochainement. Parce que l'arachide étant une légumineuse, ça nous permet d'enrichir le sol, et ensuite derrière on va mettre les oignons. Le maïs, c'est une culture aussi d'opportunité, puisque nous avons un partenaire qui a besoin de cette matière première qu'est le maïs pour pouvoir faire sa transformation, et donc on a mis en place un partenariat pour faire de grandes surfaces de maïs. L'ananas étant une culture pérenne, ce qui est important sur une exploitation en polyculture élevage qui est la nôtre, ça nous permet donc de fixer certaines parcelles et d'avoir aussi une diversité de cultures de vente. La polyculture a un double avantage, un avantage agronomique parce que ça permet la rotation sur les terres. Ça évite que des maladies ne puissent s'installer durablement à cause d'une seule culture. La polyculture permet aussi des interactions entre les cultures afin de les assainir par rapport aux parasites qu'il pourrait y avoir, d'accord? Et donc c'est vraiment aussi bien pour des raisons économiques, notamment avec la diversité de sources de revenus, que pour des raisons agronomiques que nous pratiquons la polyculture élevage. La principale difficulté pour nous, c'est le travail manuel. Aujourd'hui, jusque-là, nous travaillons quasiment que manuellement, et donc ça nous freine beaucoup. Ça nous freine parce que l'entretien, le désherbage, la préparation des semis, ça nous coûte énormément en force humaine et donc en énergie et en argent. Et donc vraiment, pour nous, c'est ça le principal facteur limitant. Je vous parlais tout à l'heure du maïs, où nous avons un partenaire qui a besoin de la matière première qu'est le maïs, et donc ce partenaire par exemple a mis à notre disposition du matériel agricole. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de faire 8 hectares de maïs, ce qu'on ne pourrait pas faire si on devait travailler que manuellement. L'avantage des cultures maraîchères, c'est que ce sont des cultures qui sont faites sur des surfaces assez restreintes, et donc on arrive encore à tenir manuellement. Mais compte tenu de nos ambitions, nous pensons que même pour les cultures maraîchères, nous allons avoir besoin de cette mécanisation. Quasiment tous les employés de DEACA sont du village. Donc nous employons la main d'œuvre. Il y a une main d'œuvre fixe et il y a une main d'œuvre saisonnière, ce qui permet donc effectivement d'avoir une relation assez simple et bien avec cette communauté. D'ailleurs, nous-mêmes aujourd'hui, en tant que entreprise agricole installée dans le village, nous faisons partie intégrante de ce village. Nous avons un groupement de villageois, de producteurs qui existent et que nous essayons de dynamiser par nos activités aussi. Nos projets à court terme, évidemment, c'est de continuer nos activités, de le faire de façon la plus professionnelle possible pour pouvoir mettre à disposition de la population des denrées alimentaires. À moyen terme, on va dire, c'est d'augmenter nos surfaces de production, c'est de mettre en place notre élevage qui n'est qu'au stade embryonnaire aujourd'hui, et à long terme, c'est d'être une véritable structure de production capable d'employer une très grande main d'œuvre, aussi bien saisonnière que
pérenne parce que nous avons aussi l'obligation d'avoir un impact économique dans notre commune. Vous faites beaucoup plus de l'agriculture. Est-ce que vous êtes en relation normale avec le ministère du Développement rural actuellement? Évidemment, on ne peut pas ne pas être en relation avec notre département de tutelle. Le département en tant que tel, mais aussi toutes les agences et autres qui dépendent du ministère. Je vais entendre par là l'ACDA, l'ICRA et la Chambre d'agriculture, puisqu'en tant qu'agriculteur, on est adhérent de la Chambre d'agriculture. Donc effectivement, nous sommes en relation avec le département et toutes ces structures. Mais vous citez la Chambre d'agriculture, on est aujourd'hui dans l'émission Chambre d'agriculture magazine. Quelle est la relation entre DAK et la Chambre d'agriculture? Depuis environ 2 ans, effectivement, après une longue période de silence, puisque je suis adhérent de la Chambre d'agriculture depuis pas mal d'années, depuis la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre d'agriculture, il y a effectivement un dynamisme qui est là et ce qui fait qu'effectivement je suis très proche aujourd'hui de la Chambre d'agriculture. Nous partageons beaucoup d'informations, nous échangeons beaucoup sur notamment la réforme de la Chambre d'agriculture, les attentes des agriculteurs. Donc effectivement DAK et la Chambre d'agriculture sont en parfait terme. L'entreprise DAK emploie aujourd'hui des jeunes qui travaillent avec lui. Est-ce que ces jeunes qui travaillent avec l'entreprise DAK arrivent à vivre bien avec les ressources ou soit les profits qu'ils tirent de cette entreprise? Comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui DAK est encore en phase d'investissement. Les apports sont faits exclusivement par les financements personnels que j'apporte et pour moi c'est important d'avoir du personnel qui soit dans les meilleures conditions et j'attache beaucoup d'importance au capital humain. Effectivement, mes collaborateurs, j'estime qu'ils ont des salaires qui sont au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut constater donc dans le milieu agricole. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais j'ai l'avantage d'être très proche d'eux, de leur expliquer ma vision et ce qu'ils partagent tout à fait avec moi, donc ce qui leur permet effectivement d'être très très déterminés dans ce qu'ils font et d'être heureux dans ce qu'ils font aussi. Nous n'avons jamais eu de subvention sous quelque forme que ce soit. C'est en 2012, lorsque nous avions lancé les activités, qu'une entreprise privée de télécommunications à Bangui nous a prêté main forte pour avancer dans la construction de notre hangar qui d'ailleurs a été pillé après les événements de 2013. Il y a 2 ans, nous avons remporté le prix Orange de l'entrepreneuriat social. Ce prix aujourd'hui, nous essayons encore de l'avoir, de rentrer en possession. Ce sont vraiment les 2 apports extérieurs qu'on a pu avoir jusqu'aujourd'hui. En dehors de cela, nous n'avons jamais eu aucune subvention. Nous fonctionnons sur nos propres fonds. Après 3 ans d'activité, en 2019, nous avons fait une saison maraîchère qui était plutôt satisfaisante compte tenu des difficultés qu'on peut rencontrer et donc du coup on a eu de la trésorerie qui est rentrée par rapport à ça, ce qui nous a permis effectivement de nous soulager un peu. Comment vous vous approvisionnez en semences? Pour les semences maraîchères, je les commande directement auprès d'une société semencière qui est basée en France et qui est spécialisée dans la production de semences tropicales. Pour les semences
des cultures vivrières. J'entends par là arachide, maïs, manioc, tout ça. Nous nous approvisionnons directement sur le marché local. Exceptionnellement, donc cette année, nous avons, grâce à notre partenaire pour la production de maïs, c'est lui qui nous a fourni des semences de maïs issues d'une station de recherche du Cameroun. Aujourd'hui, on peut compter combien de groupements qui travaillent avec vous dans cette entreprise? En fait, nous faisons partie du groupement villageois de Sabongo. Nous sommes une entreprise agricole, on n'a pas encore suffisamment d'autonomie pour nous approvisionner par exemple auprès d'autres groupements. Par contre, nous faisons partie de ce groupement et grâce à ce groupement, on fait aussi du travail partagé. Il y a aussi des confessions religieuses qui viennent nous prêter main forte et pour lesquelles nous faisons des actions pour les confessions desquelles ils viennent. Aujourd'hui, quels sont les défis que vous attendez relever? Les défis sont énormes parce que on est quasiment sans appui direct et donc que ce soit les difficultés aussi bien de trésorerie que les difficultés techniques, nous devons les relever à notre niveau. Je vais prendre pour exemple sur le maïs, par exemple, d'un ravageur qu'on appelle la chenille légionnaire d'automne, qui est une chenille qui nous est arrivée en Afrique du continent américain et qui fait des ravages sur une grande partie des cultures, mais principalement le maïs. Et donc depuis l'année dernière, nous avons développé des compétences internes qui nous permettent aujourd'hui de limiter les dégâts de ces ravageurs. Sur toutes les cultures, nous procédons ainsi. L'approvisionnement, comme je vous disais tout à l'heure, en semences vivrières de bonne qualité, nous faisons plusieurs achats, plusieurs recherches, nous trions pour pouvoir faire nos semis. Donc ce sont vraiment tous ces défis que nous relevons au quotidien. Ok, parlons un peu de la situation du marché. Comment vous évacuez les produits que vous produisez sur le site? Les produits, nos productions, nous les évacuons directement sur le marché banguissois. Vous savez, en termes de denrées alimentaires, on n'est pas au stade de l'autosuffisance. Donc il y a des besoins qui sont énormes. Le tout pour nous est de proposer des produits de qualité supérieure à des prix tout à fait accessible à un grand nombre de consommateurs. Et parce que nous estimons que la production agricole, puisque notre métier c'est de mettre à disposition de quoi manger à la population, nous devons ne pas omettre aussi cet aspect accessibilité à un grand nombre de populations. Donc du coup, nous développons des relations directes avec nos consommateurs. Quand nous avons les récoltes, nous les informons et nous livrons. Après, pour certaines productions qui sont très volumineuses, nous travaillons aussi avec des revendeurs, donc des commerçants, notamment les Waligara, à qui nous revendons en grosse quantité, enfin à qui nous vendons en grosse quantité et que derrière elles puissent revendre sur le marché aussi. Vous avez cité quelques difficultés tout à l'heure, en une occurrence le problème des chenilles ravageurs qui dérangent les champs. Est-ce que vous avez des conseillers techniques soit qui viennent souvent vous prêter main forte, ou bien quelle est cette collaboration-là qui existe en ce moment entre vous et les différentes institutions du département du ministère de l'Agriculture? Le département lui-même étant très limité en moyens financiers, il lui est
difficile de déployer les techniciens sur le terrain. C'est nous qui faisons la démarche vers ces institutions lorsque nous avons des difficultés pour les informer, pour leur apporter les données de terrain que nous avons. Et effectivement, ce sont quand même des experts qui sont dans ce département, donc ils nous proposent des solutions, mais à nous maintenant d'expérimenter ces solutions sur le terrain et de voir lesquelles marchent ou de nous inspirer de ce qu'ils nous proposent pour pouvoir nous-mêmes trouver les solutions adéquates sur le terrain. Vous avez dit dans votre propos que vous avez 20 hectares sur lesquels vous cultivez les différents produits en ce moment. Est-ce que la qualité du sol est bien? Et sinon, vous utilisez par exemple quels engrais? Est-ce que ce sont les engrais bio? Est-ce que ce sont les engrais chimiques que vous utilisez pour améliorer ces cultures sur les parcelles? Ici, nous sommes sur des terres très pauvres. Elles sont très pauvres parce que ce sont des terres qui sont proches de Bangui. Ce sont des terres qui ont été déforestées depuis il y a très longtemps. Et ce sont des terres qui ont été surexploitées sans jamais y apporter de la matière organique. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la présence d'impérata révèle deux choses. Pauvreté du sol, acidité du sol. Pour ces deux points, nous apportons des solutions d'abord économiques avant d'être environnementales. Parce que vous allez mettre de l'engrais chimique, ça va corriger le problème à un moment T, mais au moment T+1, le problème reviendra. Et l'engrais chimique, il coûte cher. Donc par conséquent, nous utilisons quasi exclusivement que de l'amendement organique. Par l'amendement organique, on a les fientes de poulet, on a la bouse de vache. Dernièrement, on a trouvé un autre amendement organique qu'on va tester d'ailleurs cette année. Et après, pour des carences, on essaie de corriger par de l'apport de chaux, de l'apport minéral issu des coquillages d'huîtres. Donc vraiment, pour tout ce qui est amendement, nous essayons de rester économique et écologique en utilisant de l'amendement organique. Si vous avez un message à lancer à l'endroit de ceux qui suivent en ce moment sur la télévision centrafricaine, dans le pays et dans le monde entier, que direz-vous? Alors, les messages seraient différents, mais le message universel que je peux lancer en tant qu'agriculteur, c'est que quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, on est la pièce maîtresse de l'humanité parce que on produit à manger. Ce que nous mangeons en fait c'est notre carburant. Si on ne mange pas, on n'a pas d'énergie. Donc si on peut dire, nous on produit l'énergie des humains. Et je pense que ça c'est universel. Donc nous agriculteurs, particulièrement agriculteurs centrafricains, nous n'avons pas une très bonne audience auprès de la population. Évidemment, on est très content quand on arrive au marché, qu'on trouve des tomates, qu'on trouve des concombres, qu'on trouve des ananas, mais il faut savoir que derrière cela, il y a des hommes et des femmes qui travaillent continuellement. On travaille 8-9 heures par jour pour pouvoir mettre à disposition des populations ce carburant humain qui est la nourriture d'ailleurs ou pour tous les autres animaux. Le sol est pauvre parce que c'est cultivé pendant plusieurs années. Maintenant, il faut trouver des astuces pour rendre le sol riche. À l'exemple, des stylosanthes plantés qui sont des herbes mais qui enrichissent le sol, raison pour laquelle ces herbes ne sont pas détruites, c'est resté parmi les aubergines plantées. Alécon, ce n'est pas de l'herbe, mais c'est une plante appelée Pénicillium qui permet la reproduction des champignons. Cette plante a une double rôle. On coupe pour permettre
la reproduction des champignons et dans d'autres cas, les animaux peuvent en manger. Ceci permet d'élever les cabris, les différents animaux qui se trouvent sur le site. Mais à côté, ça permettra la reproduction des champignons d'ici quelques jours par le biais de l'ICA qui va leur donner il est l'heure aux consignes. Le patron donne des consignes à ses travailleurs. Il est temps de rentrer. Qu'est-ce qui sera fait demain? Il faut ça. Le temps est au bilan. Le personnel doit faire le bilan de ce qu'ils ont fait dans la journée et évaluer les activités. Le monsieur a fait quelques erreurs et il se justifie auprès du patron. Une partie du personnel veille sur place au champ afin de garder tout ce qu'il y a comme ressources dans ce champ. Mais avant de quitter, nous avons demandé aux responsables de la société DEACA de nous montrer comment peut-on retrouver l'entreprise DEACA. Voici sa réaction. Ils peuvent nous retrouver sur Facebook. Nous avions un site internet qui est en maintenance. Et sinon, on a un numéro de téléphone, le 75 46 46 75. On est au village Sabongo 2, c'est le village dit Adekaf. On n'est pas très loin de Bangui, on est juste au niveau de Samba, route de Mbaïki, on est à 3 km par là. Et effectivement, nous sommes ouverts et nous attendons tous ceux qui nous écoutent sur notre site pour leur présenter le travail qu'on fait. Ok. Nous vous remercions. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à côté de votre poste récepteur pour suivre cette émission. Merci infiniment à ceux qui étaient avec nous, mais je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine dans votre émission Chambre d'agriculture magazine. Soyez très très nombreux car vous allez découvrir encore les entrepreneurs et les agriculteurs de Centrafrique dont cette émission va vous proposer. Merci à tous ceux qui ont contribué pour la bonne marche de cette émission. Merci également à tout le staff de la télévision centrafricaine. Je vous embrasse. Au revoir. Enzara mosara mbitongana nye yashise kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashise kutungangu nalegeti gingo anyama yashise kutungangu nalegeti batango asusu yashise kutungangu yashise kutungangu